bonsoir à tous. On se retrouve pour cette dernière table ronde de la Deep Tech de la journée. Et donc, cette table ronde, elle est consacrée au pôle universitaire d'innovation et à la façon dont ils vont pouvoir contribuer à cette ambition de création de 500 startups Deep Tech par an, ambition qui est portée par le président de la République et dont vous avez beaucoup entendu parler dans la journée, puisqu'on a tourné autour du sujet par différents aspects. Pour discuter avec nous de ce sujet, nous avons trois intervenants. Donc, honneur aux dames, je commence par Sophie Julien, qui est présidente de la SAT Pulsalis sur Lyon. Je te laisse t'installer. Mehdi Gmar, qui est directeur général de CNRS Innovation, filiale de transfert de technologie de CNRS. On avait Jean-Luc Moulet ce matin. Et puis David-Alexandre Bonne, qui est chef de projet pôle universitaire d'innovation sur Strasbourg. Et donc, on devait avoir Stéphane Chaufria, qui est patron d'un incubateur du Grand Est, mais qui n'a pas pu nous rejoindre pour des problèmes de santé. Voilà, donc vous êtes tous les trois largement investis sur ce sujet de pôle universitaire d'innovation. C'est bientôt d'ailleurs la remise de la dernière version avant qu'on passe à la contractualisation. L'État a mobilisé plus de 160 millions d'euros pour accompagner cette structuration. Et donc, parmi les objectifs des pôles universitaires d'innovation, il y a cette ambition de faire des sites académiques, des moteurs de la création de start-up Deep Tech. Alors, on est sur cette dynamique des pôles universitaires d'innovation, mais c'est pas nouveau, cette dynamique-là, même si on est en train de contractualiser. C'est un processus qui a démarré depuis pas mal de temps, le processus de collaboration. C'est un mouvement de fond qui vous occupe depuis pas mal d'années. Peut-être on va commencer par Sophie. Toi, au niveau des SAT, c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Si, ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Ça m'a fait peur un peu. Oui, merci Pascal. Moi, je dirige une SAT, donc une société d'accélération du transfert technologique sur Lyon. Donc les SAT ont été créés il y a une petite dizaine d'années de façon à faire ce lien en local entre la recherche publique, donc la production de c'est aléatoire comme fonctionnement. C'est pas Deep Tech pourtant. La production de connaissances et le fait que ces connaissances puissent constituer des nouveaux produits ou des nouveaux services dans le monde économique. Et le lien, c'est faire ce lien, financer ces découvertes pour qu'elles aillent plus rapidement possible faire du business. C'était ce pourquoi les SAT ont été créés. SAT, ça veut dire accélérer le transfert technologique. Alors le transfert technologique, c'est du jargon pour dire que on va faire une opération qui constitue à permettre à une entreprise d'exploiter du patrimoine académique pour pouvoir faire du business. Donc, on a été créé il y a une dizaine d'années et finalement, ce qui est intéressant, c'est que on s'est créé dans les 13 territoires de façon très différente en fonction de l'histoire de ces territoires. Typiquement, moi, à Lyon, j'ai intégré dans mon fonctionnement l'incubateur et je travaille avec des filiales de valorisation et des filiales des ONR. Et sur d'autres territoires, la SAT va avoir cette action de valorisation, y compris sur la recherche collaborative, et il va y avoir des incubateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le PUI, donc tous ces territoires, se sont organisés et commencent à avoir une certaine stabilité, une certaine capacité dans le fait de créer de l'innovation. Et donc, ce qui est intéressant avec les PUI, c'est qu'il y a une obligation de mettre tout ça en cohérence sur chaque site. Et pas d'imposer un modèle unique en disant vous devez faire le A, le B, le C, le D, mais finalement, sur votre territoire, vous avez créé du A, du B', du C, du D, mettez-le en cohérence
cohérence, faites une coordination pour que chacun se parle et travaille ensemble, y compris les acteurs qui sont au niveau national sur les ONR, et je laisserai Mehdi en parler, et en local, faites une coordination qui permet de renforcer la dynamique d'innovation et qui permet aussi un parcours cohérent et simplifié aux acteurs, c'est-à-dire les chercheurs, mais aussi les étudiants, les jeunes docteurs, et aussi les entrepreneurs, et aussi les entreprises. C'est vraiment ça ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec la maturité qu'on a eue sur ces dispositifs qui ont été créés, il est temps aujourd'hui d'en faire une coordination pour augmenter leur valeur. Donc le pôle universitaire d'innovation va permettre d'aller un peu plus loin dans cette dynamique qui est en place depuis pas mal d'années. Et effectivement, tu le disais Sophie, il y a un enjeu sur ces territoires, il y a à la fois des acteurs locaux et des acteurs nationaux. Et là aussi, c'est un dialogue qui n'a pas démarré hier pour l'élaboration des dossiers de pôle universitaire d'innovation. Ouais, je crois, et puis peut-être que Jean-Luc Moulet, le directeur général délégué à l'innovation, l'a dit tout à l'heure, mais en fait le CNRS effectivement est un organisme national, mais en fait il est implanté dans les territoires à travers ses 17 délégations régionales, et en fait il est un acteur de proximité puisqu'il contribue effectivement à travers les UMR, et il a des acteurs locaux sur le transfert et la contractualisation. Et c'est vrai que cette articulation-là, elle est importante. Alors je vais rebondir sur ce qu'a dit Sophie. En fait les PUI, pour nous, c'est un moyen effectivement d'avoir des organes de coordination qui vont un peu plus loin que ce qu'on faisait, notamment à travers les SAT. Pour rappel, les actionnaires en fait, des SAT sont les établissements. Donc il y a les établissements universitaires et le CNRS qui est actionnaire de l'ensemble des SAT. Et en fait, je dis souvent que les PUI sont le prolongement de ce qu'a souhaité faire l'État à travers les SAT, c'est-à-dire avoir société anonyme avec un conseil d'administration où autour d'une table vous aviez les représentants des différents établissements dont le CNRS. Et donc pour le CNRS, c'est simplement le prolongement de son action et de son engagement effectivement au sein des SAT, et à travers les 29 PUI, le CNRS a souhaité être membre fondateur de l'ensemble de ces PU. Et c'est important parce que ça renforce aussi la conviction qu'on a tous, c'est que le transfert technologique, c'est une question de proximité. Et ça me permettra de donner un peu le rôle de CNRS Innovation, qui est donc effectivement l'office de transfert technologique du CNRS, dont le CNRS est actionnaire à côté de BPI. Mais le transfert se fait sur le terrain. Et tous les sujets qu'on traite avec les différents SAT sur le terrain, ça n'est que des sujets de proximité. Telle chercheuse a telle question, tel chercheur ne veut pas, tel chercheur est très enthousiaste. Et tout ça, c'est des questions de proximité. Et c'est pourquoi, si on veut caractériser le rôle du CNRS dans les PUI, ce sont bien les délégations régionales et ce qu'on appelle nos services de partenariat et valorisation qui sont dans les instances de gouvernance et de pilotage de ces PUI. Parce que on peut être un organisme national, mais on considère qu'effectivement le transfert technologique il se fait au plus près du terrain, parce qu'on fait un métier de contact, de transmission, de régler des tas de petits problèmes, et on a profité, Sophie et moi, d'avoir un quart d'heure pour régler un problème sur un dossier précis, mais parce que c'est dans le dialogue. Donc en tout cas, le rôle du CNRS et l'objectif du CNRS, c'est d'être présent, d'apporter sa contribution aussi bien comme il le fait dans le domaine de la recherche, puisqu'il amène à peu près 30% des forces de recherche, et sur la partie transfert technologique, innovation, d'impliquer ses équipes sur le terrain, donc les délégations régionales et ses services de partenariat de valorisation. Et CNRS Innovation, lui, son rôle, c'est d'amener des outils et d'être en support, d'amener des programmes, de l'expertise, en soutien des territoires et des experts locaux pour finalement faire le travail quotidien, qui est un travail, encore une fois, au jour le jour et de proximité. Alors sur Strasbourg, c'était un des pôles universitaires qui avait été identifié en pilote. Et Strasbourg est une terre de collaboration aussi des écosystèmes académiques. Donc là encore, le pôle universitaire d'innovation qui va démarrer dans les semaines qui viennent s'inscrit dans une histoire de collaboration entre les acteurs sur ce sujet innovation et start-up.
Oui, oui, totalement. En fait, il y avait un terreau fertile, mais comme sur de nombreux territoires, comme ce qui a été dit là précédemment. Et à l'Université de Strasbourg, à l'échelle de l'Alsace, nous avons été labellisés pôle universitaire d'innovation pilote en novembre 2021. 5 sites avaient été retenus et l'objectif de l'État, c'était justement d'avoir une diversité de sites. Et celui de l'Alsace, celui de Sorbonne Université avait été retenu comme étant des sites qui étaient plutôt bien structurés en matière de valorisation, de dynamique d'innovation. Et c'est vrai qu'au niveau de l'Alsace, ça fait à peu près 20 ans qu'il y a une stratégie et une vision stratégique portée par tous les acteurs, que ce soit les ONR, les universités, les écoles, pour travailler ensemble. Et ça s'est concrétisé via l'ASAT, avec ce système mutualisé de valorisation. Il y a également la mise en place d'un seul incubateur à l'échelle de l'Alsace, SEMIA Quest for Change, et puis également le mandat de gestion unique, une vraie politique de site portée autour de l'Université de Strasbourg, l'Université de Haute-Alsace, les écoles d'ingénieurs, les ONR. On est 11 membres fondateurs. Et ça a permis également d'intégrer les hôpitaux universitaires de Strasbourg qui, on l'a vu, le fait d'avoir cette labellisation pôle universitaire d'innovation a permis d'assurer cette reconnaissance en fait, d'un écosystème structuré déjà existant, mais de renforcer cette dynamique avec les partenaires, de renforcer ces partenariats et d'engager tout le monde autour d'une feuille de route qui a été codéfinie avec l'ensemble des partenaires, des membres fondateurs. Et alors, si on rentre plus concrètement dans le sujet de la création de start-up, c'est quoi les pratiques qui vont pouvoir être développées au sein des pôles universitaires d'innovation et qui vont permettre d'avancer vers cet objectif des 500? Ce serait quoi les facteurs clés de succès? Mais je dirais, le premier objectif qui était porté par ce dispositif pôle universitaire d'innovation, c'est d'augmenter le flux de projets d'innovation issus des laboratoires de recherche. Voilà. À partir de là, on se dit comment on fait. Il y a déjà des choses qui ont été portées depuis de nombreuses années. Mais je pense que, en tout cas, nous, au niveau de l'Alsace, on mise sur l'humain. Vraiment sur la capacité à aller détecter, à aller sensibiliser les chercheurs, détecter dans les laboratoires des projets qui ont un potentiel de valorisation, identifier les personnes qui ont envie de porter des projets de recherche à impact. On l'évoquait aussi ce matin sur d'autres tables rondes. Une volonté de collaborer avec le monde socio-économique, pas uniquement les entreprises, mais aussi les associations, les pouvoirs publics, les institutions, pour répondre à des grands enjeux de société. Et ensuite, une fois qu'on les a détectés, eh bien, c'est de mettre en place tout ce continuum et en mobilisant tous les acteurs. Donc, via le pôle universitaire d'innovation, on va renforcer cette dimension détection sourcing. On recrute des personnes pour davantage ce que l'on faisait un peu moins en Alsace. Donc ça nous permet de renforcer cette équipe et puis ensuite de passer, si je puis dire, la balle à la SAT Connectus, à CNRS Innovation sur des financements de prématuration, de maturation, ensuite de déployer des dispositifs comme BFT Lab et de passer encore le projet ensuite à l'incubateur SEMIA Quest for Change pour pouvoir véritablement augmenter ces projets de start-up deep tech. Oui, on voit qu'on se passe beaucoup la balle. Sophie, toi, tu parlais de confiance, de l'importance de la confiance dans le dispositif. Oui, je voulais juste terminer en rebondissant. Je crois qu'il y a un nouveau micro. C'est bon. Donc, je pense que le capital, enfin, ce que vous disiez sur l'humain est essentiel. Je pense dans tous les PUI, je les connais pas, Mehdi les connaît tous, mais on a tous fait le pari d'aller vers les personnes, d'avoir une action de sensibilisation, de détection très importante, et avec je pense aussi des personnes cibles. Donc sur Lyon, par exemple, pour donner un exemple, nous, on a un programme orienté vers les doctorants.
donc, qui existe et que tu connais. On va avoir un programme orienté vers les étudiants, c'est-à-dire pour faire en sorte que les étudiants entrepreneurs aillent vers les laboratoires pour consolider leur projet d'entreprise avec de la deep tech, c'est-à-dire on va leur autoriser un petit ticket pour faire une expérimentation sur une plateforme technologique, etc., pour leur donner aussi le goût. Il y a des dispositifs pour leur donner le goût de l'entrepreneuriat, mais il faut aussi leur donner le goût de la partie recherche. Et puis on a aussi un dispositif à l'attention des femmes pour accompagner les femmes des établissements, alors chercheurs bien sûr, mais aussi dans les établissements hospitaliers, vous mentionniez les CHU, pour oser proposer un projet d'innovation. Donc c'est l'ensemble de ces dispositifs répond à ta question qui est, nous on pense qu'avec ça, on devrait avoir plus de propositions, et puis après, la confiance entre les partenaires va permettre que ces gens qu'on aura stimulés, ces personnes qu'on aura stimulées pour proposer des projets d'innovation, ils ne sont pas perdus dans une jungle, mais qu'ensemble, dans le PUI, on ait des offres cohérentes, qui soient mises en cohérence, que pour eux ça soit simple, que quelle que soit la porte, je ne suis pas favorable au portail unique, je suis plutôt favorable au portail multiple et solidaire. Donc quelle que soit la porte par laquelle ils rentrent, clac, la bonne personne est en face d'eux à un moment donné pour les aider à continuer en fonction du TRL, en fonction de ce qu'il y a à financer, etc. Donc la confiance des acteurs, je pense qu'on a un bon niveau de confiance et le PUI va permettre de mieux se connaître et donc de se faire confiance beaucoup plus. On voit il y a beaucoup de personnes qui sont prévues pour être recrutées dans le cadre des pôles universitaires d'innovation, et donc avec aussi des fonctions qui vont être en charge de se passer le ballon, si j'ose dire, et donc de faciliter cette relation de confiance parce qu'on partage des informations communes. Oui, je te repasse la parole, mais je pense que l'important, ça va être de recruter des gens qui ont cette approche de l'intelligence collective. Et il faut que notre pays avance sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'on est meilleur à plusieurs que tout seul, même si on vient et on est habitué dans nos cursus à être tout seul sur notre dossier et à faire une bonne copie pour la maîtresse. À un moment donné, le projet, le collectif, il doit permettre de faire craquer tout ça, et c'est l'enjeu de ces PUI. Donc il faudra qu'on recrute des gens qui ont ce feeling. C'est ce qu'on dit d'ailleurs aux startups qu'on accompagne, justement, cette importance du collectif et de la diversité et de construire une relation de confiance entre les différents membres. Alors Mehdi, on le disait, le CNRS est dans tous les PUI, il s'est investi et a fait ce choix de s'investir en partenaire dans tous les PUI. Donc c'est un positionnement un peu particulier. Concrètement, qu'est-ce que le CNRS apporte? Comment il va participer à mettre en place des dispositifs concrets sur le... Alors, je pense qu'il y a deux volets. Il y a d'abord effectivement cette capacité à voir en fait ce qui se déploie sur tous les territoires et finalement de faire un retour d'expérience d'un site sur l'autre et de partager finalement des bonnes pratiques de ce qui se passe bien à un certain endroit et qui permet d'aller renforcer. Et donc je pense que ça c'est très important d'avoir cette vision-là, même si encore une fois l'idée n'est pas effectivement de venir avec des idées toutes faites, toutes prêtes depuis Paris comme on dit souvent. Enfin nous on est à Boulogne donc depuis Boulogne, mais c'est vrai que cette capacité à avoir une vision de ce qui se fait. Et ce qui est intéressant c'est que et encore une fois, je dis souvent que les PUI sont une labellisation de quelque chose qui est en route depuis des années. Parce que la bonne nouvelle, c'est que les dossiers de PUI ou les projets portés par les établissements, on ne renverse pas la table. On a les fondamentaux qui sont, ça a été rappelé, la proximité, la détection, la pédagogie, les rôles modèles. Et puis ensuite, il faut mettre un peu d'argent, et puis il faut donner de la confiance. Et une fois qu'il y a de la confiance, il faut trouver la bonne étape supplémentaire, mais parce qu'on est capable de prescrire le bon outil. Et je pense que c'est ça qu'on a vu, et je pense que c'est ce qui a fait aussi que le CNRS a souhaité, et en tout cas a accepter d'être dans l'ensemble des PUI parce qu'il a senti qu'effectivement, au niveau des établissements, au niveau des sites, cette trajectoire-là, elle était inscrite. C'est vraiment, et je rejoins vraiment ce que dit Sophie et David, c'est que c'est un métier sur lequel les ressources humaines sont très importantes.
On a eu la chance d'avoir un certain nombre de financements pour les projets. BPI a opéré un certain nombre de projets. Il y a beaucoup de sources de financement très diverses. Et là, les PUI arrivent à un bon moment parce qu'il faut qu'on renforce l'accompagnement. Moi, je le dis, ça n'est qu'un métier d'accompagnement. Nous, on fait de l'accompagnement du matin au soir. Parfois, on fait cellules psychologiques. Parfois, on fait... on rassure, on essaye de réconcilier des gens qui ne veulent plus se parler, ou au contraire, on encourage des dynamiques. Mais c'est vraiment notre cœur de métier. Et ensuite, la technique, la gestion de la propriété intellectuelle, la création de start-up, etc. Il y a des experts et on sait accompagner vers les bons guichets. Et je rejoins alors là vraiment... oui, je crois que la notion de guichet unique n'existe pas et n'existera jamais. Tout simplement parce que c'est comme dans la vie réelle ou personnelle. Si on vous dit pour vous faire des amis ou pour rencontrer quelqu'un, c'est la porte là et c'est là et c'est cette application qui va vous faire que vous allez être heureux dans la vie. Et ben c'est pareil pour les créations d'entreprises ou pour les projets d'innovation. Il y a des histoires de feeling, il y a des histoires d'intuition, etc. Donc la vraie responsabilité qu'on porte, nous, c'est d'orienter vers la bonne porte et vers la bonne prescription, en gros. J'aime bien ce terme-là parce que il y a un côté un peu médical, mais oui, c'est un peu le traitement qu'on recommande pour que l'idée se développe. Et ça, c'est très important. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui s'interrogent sur le fait de venir travailler dans ce monde-là, mais moi, je dis venez. Parce que c'est vraiment passionnant, parce que du matin au soir, vous voyez des projets totalement différents, le matin dans la biologie, l'après-midi, le midi dans la physique et le soir en SHS. Donc vraiment, et comme première expérience quand on sort de son master, c'est aussi une très bonne expérience parce que ça permet de voir toute la diversité, puis après de faire autre chose. Mais vraiment, je pense que, en tout cas, le CNRS, et à travers CNRS Innovation, c'est d'amener des outils qui peuvent être utilisés, et non pas imposé, mais utilisé par le collectif en local, à bon escient, et quand ça répond à la bonne problématique. Alors, sur ce que tu disais par rapport à pas de mauvaise porte ou guichet unique, on voit malgré tout qu'il y a les deux positions dans les différents pôle universitaire d'innovation. La position guichet unique, je pense, est minoritaire par rapport à la position réseau, en fait, et quel que soit l'endroit par lequel on entre, on est accompagné. Et j'avoue que moi, je suis aussi assez d'accord avec ce que tu dis. Le guichet unique, c'est un peu un fantasme du jardin à la française. On aimerait, mais la vie n'est pas aussi simple. Et finalement, c'est tant mieux, parce que ce serait probablement assez ennuyeux. Tu disais qu'il y a beaucoup de recrutement. C'est vrai que les pôles universitaires d'innovation, on en parlait, il y en a plusieurs centaines de recrutements. Donc c'est l'occasion effectivement de rejoindre ces métiers qui sont des métiers assez passionnants. Et donc s'il y a des gens qui sont intéressés et qui nous entendent, n'hésitez pas à vous orienter vers ces métiers. Il va y avoir un appel d'air assez important. On voit cependant que c'est une transformation, ça s'inscrit dans l'histoire du développement des pôles académiques, mais en même temps, on est peut-être quand même dans une phase où il y a un changement qui s'opère, avec une façon un petit peu différente, peut-être moins dans l'expertise et plus dans l'accompagnement, de prendre ces sujets d'émergence et de développement de start-up. Une transformation de cette ambition-là, c'est difficile. Il y a des freins. Comment on fait quand on est chef de projet de PUI ? J'en profite juste pour dire, on a déjà lancé 3 offres de recrutement la semaine dernière à l'Université de Strasbourg, des chargés d'affaires détection sourcing. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez voir sur le site unistra.fr ces offres d'emploi. Et il y en a d'autres qui vont arriver au niveau de l'écosystème. Pour que vous sachiez, c'est à peu près 30 recrutements sur l'écosystème alsacien. Comment on fait ? C'est encore de l'humain. On est sur des communautés. On a 11 membres fondateurs. On a 30 partenaires au niveau du pôle universitaire d'innovation. L'idée, c'est déjà alors, on ne partait pas de rien, mais c'était de partir sur une co-construction d'une stratégie partagée avec tous les partenaires. Nous avions la chance d'être labellisés en novembre 2021. Donc on n'a pas eu la première étape avec un dossier à rendre au mois de janvier, mais ce qui nous a permis justement sur la période janvier-avril d'organiser de la concertation, 6 ateliers, de faire des appels à contribution et de mobiliser
mobiliser tous les partenaires du pôle universitaire d'innovation, avec un avantage supplémentaire, et on évoquait la proximité. L'Alsace, c'est 2 départements. Et donc tous les acteurs se connaissent, se côtoient très régulièrement, participent à différentes réunions, donc il y a cet avantage-là. Donc l'écosystème resserré. Ensuite, par contre, les freins possibles, inévitablement, ça va être dans les recrutements. C'est trouver les bonnes compétences des personnes qui aient les compétences techniques, scientifiques sur certains postes, et puis aussi les bonnes compétences comportementales. Mehdi l'évoquait tout à l'heure, c'est un métier où on doit résoudre des problématiques, et c'est vrai qu'il faut avoir cette agilité, cette curiosité, cette bienveillance, être à l'écoute. Donc il y a toutes ces compétences-là. Donc il faut à la fois trouver des profils qui vont allier ces compétences techniques, scientifiques, et puis ces compétences comportementales. Pour avoir déjà effectué 3 recrutements sur la phase pilote, c'est pas toujours évident. Peut-être pour plein de raisons. Là, on va voir un peu ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Alors Stéphane n'est pas là. Peut-être Sophie, tu peux parler aussi au nom des incubateurs, hein, puisque finalement, c'est ce que tu disais, tu as aussi un incubateur au sein de la SAT. Les incubateurs sont déjà très très impliqués dans ces sujets. Quel rôle ils vont jouer spécifiquement dans le PUI? Est-ce qu'ils peuvent justement aller au-delà de ce qu'ils font aujourd'hui? Et puis, on y trouve beaucoup de gens qui ont des profils justement dont c'est le métier d'accompagner les projets. Est-ce que du coup c'est aussi des partenaires particuliers pour créer ces relations de confiance et ce lien avec les acteurs? Alors, ce qui est intéressant aussi et qu'il faut développer, c'est ce qu'on appelle l'incubation anté-création. Il y a tout un travail, et tu le sais, hein, pendant des phases très amont, de prématuration, de réflexion à des niveaux de TRL, donc des niveaux technologiques, de maturité technologique des innovations qui sont faibles, donc à des faibles niveaux de TRL. Il faut commencer à travailler sur finalement quel est le produit et quelle est la forme que va prendre la mise sur le marché, mon innovation. Et c'est quelquefois assez difficile pour les équipes de se projeter en fait très loin. Et je pense que c'est très très important de pouvoir se projeter. Et c'est pas grave si on se trompe, hein, c'est pas la question. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise solution pour pouvoir commencer à formater le développement qu'on va faire et pouvoir justement faire le développement technologique, mais aussi se poser les questions de marché, se poser les questions de matières premières, se poser les questions de consommation énergétique, se poser les questions d'acceptation si on est dans des domaines de sciences humaines et sociales. Et il faut le faire très très tôt. Et ça, c'est l'approche qu'ont souvent les incubateurs. Et le fait d'intégrer la fonction incubation en proximité de la fonction finalement émergence, ça me paraît très important parce que ce sont les mêmes questions. Alors, les réponses vont être beaucoup moins précises que celles qu'on va demander à quelqu'un qui se positionne comme un entrepreneur. Quand on parle à un chercheur ou à une équipe, elle ne va pas répondre de la même façon. Mais ce sont les mêmes questions qu'on doit faire travailler le plus tôt possible quand on est en voie innovation. Et ça peut permettre de faire pivoter le programme technologique, et plus tôt on le pivote, moins de temps on perd pour aller sur les marchés, et c'est important aussi. Et on ne se trompe pas de cible parce qu'on a fait une collaboration avec le client de notre client qui nous dit qu'il aimerait bien aller comme ça. C'est aussi ces questions de chaîne de valeur. On a souvent avec les chercheurs ces questions de chaîne de valeur. C'est-à-dire que souvent ils travaillent avec le client ultime, la fin de la chaîne de valeur, mais c'est pas cette personne-là, c'est pas cette structure-là qui va être le porteur de l'innovation. Donc on perd du temps. Donc pour moi, la proximité avec les incubateurs, c'est la proximité avec cette réflexion sur la globalité de ce que c'est qu'une innovation et pas purement sur une approche technologique. Et ça, il faut le faire très tôt. Et du coup, est-ce que ça n'interroge pas aussi l'employeur? Le CNRS est employeur d'une grande partie des chercheurs à l'échelle nationale. Je ne sais pas quel est le pourcentage que ça représente, mais c'est non négligeable. Mais du coup, est-ce que cet enjeu-là, c'est pas un enjeu finalement de culture professionnelle du chercheur, de se poser aussi ces questions-là dans le cadre de son activité de chercheur, hein?
Alors, peut-être deux réponses par rapport à ça. Alors, CNRS, c'est à peu près 30 000 chercheurs dans les équipes EMR, qui fait à peu près en France, vous avez à peu près 110 000 personnels de recherche. Pour vous donner l'ordre de grandeur, et effectivement, le CNRS, c'est à peu près 30%. Mais en fait, la question du rôle du chercheur dans la création de start-up, il est intéressant à double titre. Parce qu'effectivement, dans la deep tech, il est à l'origine du projet, de l'idée, des brevets. Et la question, c'est la capacité en fait à détacher cette idée et ce projet du laboratoire. Et je pense que c'est là aussi les mentalités ont beaucoup évolué. Oui, il y a des chercheurs qui se projettent comme étant du début à, je serais dire à la fin, en tout cas au début de la suite de l'histoire, c'est-à-dire en tant que CEO. Mais on milite aussi, nous d'ailleurs, mais je crois que c'est vrai pour tout le monde, à ce que finalement le rôle du chercheur n'aille pas forcément et n'ait pas nécessité d'aller très loin en fait dans la création de la start-up et dans sa vie de start-up. Je le dis souvent sous forme de boutade, mais le rôle de CEO, c'est donc directeur général d'une entreprise. Peut-être que 80% du temps, ça n'a plus rien à voir avec la science. C'est de régler des problèmes de recrutement, des tickets restaurants, la place de parking, etc., etc. En fait, c'est un métier d'être CEO. Alors c'est vrai qu'il y a un côté très glamour, il y a un côté très valorisé. Et je pense que le travail qu'on a fait depuis 5-6 ans, c'est de remettre la position du CEO dans le développement d'une entreprise en disant que c'est des métiers très spécifiques. Et je pense qu'il y a eu un travail de professionnalisation de ces métiers-là et aussi d'acculturation plus forte des chercheurs. Parce que, pour revenir aux fondamentaux du CNRS, et Antoine Petit, le PDG, le dit sous toutes ses formes, l'objectif de CNRS, c'est de faire de la recherche fondamentale. C'est dans la fiche de poste des chercheurs recrutés au CNRS, c'est de faire de la recherche fondamentale. Alors, bien évidemment, dans les missions du CNRS, dans son décret, il y a la valorisation de la recherche et des travaux de recherche. Donc, bien évidemment, les chercheurs doivent penser, finalement, est-ce que mon idée ne peut pas, en premier lieu, donner un brevet. Ce qu'on demande aux chercheurs, d'ailleurs, à la limite, c'est parfois pas beaucoup plus que ça. C'est de dire, intégrez l'idée de est-ce que ce que je pense là n'est pas brevetable, sachant que ça ne vous empêchera pas de publier. Et donc ça, il y a un travail encore de pédagogie, même si, encore une fois, on n'est pas 15 ou 20 ans où, effectivement, c'était je publie et je ne me pose pas de questions. Il y a eu aussi tout un travail de formation. Les SAT ont beaucoup contribué à faire connaître et comprendre ce problème. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se joue là, peut-être avec les PUI, et qui est en phase d'accélération, c'est d'accepter finalement et d'intégrer plus cette idée qu'à un moment, il doit y avoir un détachement en fait, du laboratoire, et le projet va vivre sa vie avec les chercheurs et les chercheuses, mais peut-être aussi indépendamment. Et c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, vous avez des parts fondateurs, vous avez 51% au premier tour de table, et puis au deuxième tour de table, vous êtes minoritaire. Et après, vous allez perdre le contrôle. Et juste par la petite anecdote, on a une formation des doctorants qui se termine aujourd'hui. Et je dînais avec quelques étudiants. Et il y avait un futur docteur, donc futur chercheur, qui était choqué par l'idée qu'un jour, s'il monte sa boîte, il n'en aurait plus le contrôle. Et je lui ai dit, mais oui, alors tu garderas le contrôle si tu as 2 employés, 100 kilos euros de capital social. Mais si tu veux avoir 300 employés, eh ben, sois un super CEO et tu seras super payé et l'actionnaire majoritaire il te gardera, mais sinon tu ne contrôleras plus ton entreprise. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je milite aussi, c'est très important, que oui, il faut des structures qui ne soient pas dans les établissements, mais qui soient accostées, j'allais dire, mais qui soient associés, mais qui soit extérieur en fait aux établissements. CNRS Innovation est un outil du CNRS, mais n'est pas le CNRS. Les SAT ne sont pas les établissements, mais sont extérieurs. Et je trouve que ça participe, et pour moi c'est peut-être des freins dans la création de start-up, c'est que il faut faire accepter effectivement au monde des chercheurs et des chercheuses qu'à un moment cette idée brillante, eh ben, elle ne va plus leur appartenir, et il faut accepter que d'autres. Alors c'est un peu comme ces enfants qu'on laisse partir et on espère que tout va bien. Mais ça, c'est très important. Et je pense qu'un des freins, les 2 freins que moi j'identifie, c'est d'abord, il ne faut pas oublier, et c'est pour ça que je parlais de la recherche fondamentale, nos chercheurs et nos chercheuses, ils ont beaucoup de travail.
ils ont beaucoup de sujets, ils répondent à l'Europe, ils répondent à France 2030 dans les stratégies nationales d'accélération, au PEPR. Et donc, il faut que nous, on les accompagne le mieux possible à l'émergence de projets. Et puis après, c'est ne pas être effrayé par ce qui se passe après, et c'est l'accompagnement. Donc, pour moi, les deux freins sont là. C'est manque de bande passante parfois des chercheurs, parce que ils ont aussi des missions de publier, etc. Et puis après, cette capacité à les faire adhérer à un parcours qui va les dépasser à un moment. Mais je pense que ce que tu soulignes est vraiment intéressant. C'est vrai qu'il y a l'idée, peut-être qui est parfois répandue, que c'est le chercheur qui va porter son idée, puis développer l'entreprise, etc. On voit que ce n'est pas la réalité dans beaucoup de cas. Sur les projets e-lab, par exemple, où on est pourtant vraiment au début, c'est la moitié, en fait, qui sont des spin-offs sur les lauréats. Donc ça donne un ordre de grandeur. Et puis quand la boîte se développe, on voit bien que ce n'est pas le même métier et que beaucoup de chercheurs, en fait, ils ne trouvent pas du tout leur compte. Il y a cet enjeu de lâcher prise, effectivement, dans lequel probablement le PU doit participer à construire une culture commune. Et du coup, on voit que beaucoup de pôles universitaires d'innovation, beaucoup de projets intègrent aussi le fait de recruter, de faire venir des entrepreneurs, alors qu'on appelle des entrepreneurs en résidence ou autres, finalement de devenir des lieux attractifs pour des entrepreneurs, je veux dire, de la French Tech, d'une certaine façon, des gens qui parfois se sont cassés la figure plusieurs fois et puis là ont envie de porter un projet plus deep tech. Comment vous voyez le développement de cette attractivité finalement des pôles académiques pour ces types de profils? Je ne sais pas qui veut... Pour moi, c'est un des marqueurs forts de réussite. C'est ce que je t'avais dit quand on a préparé. On saura qu'un PUI a réussi si on a plein de loups autour qui essayent de savoir t'as pas une start-up là ou un projet, je viens de vendre ma boîte, j'ai un peu d'argent, etc. Et ça commence déjà. On a pas mal de gens qui rôdent. Et ça c'est plutôt bien. Moi, ce que j'aimerais... Je mets le cran plus loin. Si j'ai un rêve, c'est qu'un jour, à l'international, les gens viennent faire un postdoc à Lyon, parce que moi je suis à Lyon, en se disant je viens faire un postdoc là parce que je suis sûr que si je fais un postdoc là, derrière je vais faire une super boîte. Et là, on aura attiré des talents qui savent qu'on sait transformer leur capacité à produire des connaissances pour en faire des aventures entrepreneuriales. Donc ou un chercheur en sabbatique, quand on sera capable d'attirer bien sûr des entrepreneurs, mais je pense que ça commence déjà, mais vraiment des chercheurs qui se disent eux, ils savent transformer. C'est l'équivalent de la Silicon Valley, de la Deep Tech Valley en France. On vient parce qu'on sait que là, on va créer une boîte et elle va être vraiment différente parce qu'elle va avoir un de ses potentiels. Ça sort de la recherche. Ça rejoint les discussions qu'il y avait un peu hier à la Deep Tech Voix Big ou à les témoignages du fondateur de Vercor ou des gens comme ça. On a une belle recherche. Si on est capable d'avoir une organisation qui sait la transformer, ben c'est un facteur d'attractivité pour les pôles universitaires, et c'est ça l'enjeu des pôles universitaires, avec leurs thématiques, avec leur écosystème local. C'est de faire envie aux chercheurs européens, aux jeunes chercheurs européens, aux chercheurs internationaux, de venir chez nous, mais pour créer des boîtes chez nous. Il faudra qu'on sache les garder. Mais ça, c'est vous qui allez donner l'argent pour qu'ils restent chez nous. Exactement. David, peut-être sur ce sujet de l'attractivité vis-à-vis d'une population d'entrepreneurs. Oui, alors peut-être deux choses sur les entrepreneurs en résidence. C'est vrai que nous, on l'a intégré dans notre projet de pôle universitaire d'innovation. Dans notre stratégie, on a l'incubateur SEMIA présent sur le territoire. Une de ses spécificités, alors peut-être partagée par d'autres incubateurs, c'est de ne recruter que des profils qui ont déjà une expérience d'entrepreneur. Donc c'est quelque chose d'important, et c'est vrai que ça génère une très forte dynamique et une attractivité aussi de projets à être accompagnés par cet incubateur. Et donc via la BFT Lab également, l'objectif c'est de déployer ce type de dispositif d'entrepreneurs en résidence.
L'international, c'est extrêmement important, bien évidemment. Alors nous, on a la chance d'être un territoire transfrontalier, avec en plus un réseau qui s'appelle le réseau EUCOR, qui rassemble autour des universités françaises, des universités allemandes et suisses également. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui se sont développées, des diplômes communs, des mobilités entre étudiants sur ces différentes universités. Et là, en s'appuyant sur le pôle entrepreneurial Pépite Ethéna, eh bien, il y a des summer schools qui se mettent en place, il y a des hackathons ou des journées qui sont dédiées et qui permettent d'accueillir des étudiants de ces 3 pays. On propose également ça dans le cadre de l'Alliance Épicure, qui est l'alliance des universités européennes, et celle de l'Université de Strasbourg, donc ce qui nous permet à la fois de confronter les étudiants de Strasbourg, de Mulhouse, eh bien à d'autres étudiants internationaux, et puis aussi de montrer à ces étudiants étrangers quel est le potentiel académique du territoire et les capacités du territoire à les accompagner sur des démarches entrepreneuriales. Oui, donc ça va permettre effectivement d'augmenter cette capacité d'attractivité. Je pense que c'est un sujet qu'on retrouve sur l'ensemble des pôles universitaires. Il y a un sujet qui revient régulièrement et sur lequel on se dit qu'on a du mal à voir émerger des start-up, mais qu'on a retrouvé dans beaucoup de pôles universitaires d'innovation. C'est le sujet des sciences humaines et sociales. Alors, est-ce que les PUI vont pouvoir permettre de faire émerger plus de start-up dans ces domaines-là ? Comment vous voyez les choses ? Qu'est-ce que ça peut apporter ? Oui. Plus de start-up, je ne sais pas. Plus de projets d'innovation dans les sciences humaines et sociales, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça permet de créer une start-up ? Ça, c'est quand même... là, on va plus loin, mais je pense que l'idée, c'est vraiment d'avoir une mixité aussi des parcours et même de créer des start-up. En tout cas, nous, on a un programme autour de ça qui vont mélanger des origines. Et en particulier, si on est sur les grandes transitions, les transitions énergétiques, environnementales, les transitions de mode de vie, le fait d'intégrer des dimensions des sciences humaines et sociales, c'est fondamental. Donc ça va se faire, en tout cas dans les programmes, ça va permettre de le faire, hein, ça va avancer. Après, je ne sais pas si nous, on a quelques start-up déjà dans le domaine des sciences humaines et sociales, mais souvent, c'est les sciences ont apporté, on va dire, les sciences cognitives, par exemple, un certain nombre de démonstrations et de preuves. Et après, c'est le numérique qui embarque ça. C'est-à-dire que ça va permettre de générer une appli, et cette appli, elle va permettre à une start-up de se mettre en place. Mais le vecteur, finalement, sur le marché des résultats scientifiques des sciences humaines et sociales est souvent le numérique. Oui, c'est vrai qu'en Alsace, on a à peu près la même chose, hein, des projets SHS numériques qui sont après accompagnés par les différentes structures. On a misé, nous, on fait partie des PUI qui ont misé sur les sciences humaines et sociales. On a recruté une personne, un chargé d'affaires détection sourcing sur cette thématique. Notre approche, c'est... On adapte notre discours en fonction du domaine disciplinaire où on va et présenter le pôle universitaire d'innovation. On ne va pas parler de valorisation, on ne va pas parler de création de start-up dans le domaine des SHS. Par contre, on va aborder la thématique sous l'angle de la recherche collaborative, des prestations de services, des doctorants conseils, des tests CIFRE et de la capacité en fait à répondre à des grandes problématiques, des enjeux sociétaux et de pouvoir collaborer. Bien entendu avec des entreprises, mais aussi avec des associations, avec des pouvoirs publics, avec des collectivités. Et ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, on a regretté au niveau, mais je pense qu'on n'a pas été les seuls, que dans les indicateurs sur les pôles universitaires d'innovation, n'étaient comptabilisés que les collaborations avec les entreprises. C'est un peu dommage, mais peut-être que ça évoluera dans les mois qui viennent. En tout cas, notre chargé d'affaires est arrivé au 15 mars, donc c'est assez récent. Sur les premiers échanges que nous avons faits dans des unités de recherche,
on voit entre 70 et 100% des chercheurs qui disent « ça m'intéresse, mais je ne sais pas comment faire, mais ça m'intéresse ». Donc on voit un potentiel, en tout cas, qui est affiché. On va voir si on arrive à le concrétiser dans les années qui viennent, mais on est persuadé qu'il y a un secteur qui était sous-investi au jour d'aujourd'hui. Peut-être un complément, effectivement, parce que le cœur du sujet est la valorisation économique. On le voit bien. Moi, je serais tenté de dire, s'il y a des investisseurs qui veulent investir dans une start-up SHS, pas de problème, on trouve des modèles, etc. On voit bien que la grille de lecture qu'on peut avoir, nous, à travers nos programmes de prématuration, où l'idée commence à se structurer, et au CNRS, il y a donc un institut de sciences humaines et sociales qui a sa chargée de valorisation, qui tous les mois vient avec des projets de prématuration pour essayer de faire financer une équipe dans le numérique, une équipe qui va faire des outils pédagogiques pour les lycées, les collèges, etc. On voit très vite que la simple question du modèle économique et du retour sur investissement fait qu'en général, ça ne va pas très loin. Donc, et puis parce que les SHS recouvrent une réalité très 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 variée. Ça va, je rappelle, de l'étude de la musicologie à effectivement les langues anciennes, etc. Donc quand on dit effectivement SHS, on embrasse des communautés qui sont extrêmement nombreuses, avec effectivement un positionnement par rapport à la valorisation qui est très différent. Donc c'est vrai que comme nous tous, comme tout le monde, on a une réflexion sur la valorisation sur d'autres impacts, et notamment sur l'impact sociétal, sur l'expertise auprès des collectivités, mais ça nécessite de penser à un autre modèle économique et peut-être penser à d'autres types de sociétés qui effectivement ne sont pas dans les modèles des startups deep tech, mais que effectivement on a ce travail à faire, mais qui sort effectivement en tout cas de ce qui est demandé à très court terme par l'État et par les tutelles sur le fait de créer des startups, parce qu'encore une fois, très vite ces startups-là, ces projets-là s'arrêtent parce que nous, notre critère pour faire continuer des projets, c'est d'interroger des gens de l'extérieur, c'est d'aller faire des comités de sélection avec des investisseurs, avec des startup studios. Souvent, à la fin du comité, c'est super, on a appris plein de trucs, mais moi, je ne vois pas aller défendre un investissement. Donc je pense que nous, on a plein d'idées. On pense qu'effectivement, les cibles ne sont probablement pas des startups, on peut le dire ça comme ça. Ça n'empêche que dans notre travail de valorisation de la recherche, on va trouver des voies de valorisation. Mais il y a un travail à faire. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on constate, c'est que si on essaie de monter des équipes pluridisciplinaires, notamment effectivement dans tout ce qui est, alors je pense aussi imagerie médicale, etc., où là il faut effectivement des composantes plus SHS, même si encore une fois c'est très vaste. Et là il y a un appétit à faire ça. Mais en tout cas des startups SHS, bon, il faut encore les inventer et surtout le modèle économique qui pourrait aller derrière. Il faudra peut-être qu'on travaille aussi sur les indicateurs, du coup. Sur le PUI, c'est un travail de mise en réseau et de mise en relation et de coordination à l'échelle locale. On réfléchit aussi sur comment on travaille à l'échelle nationale, tous ensemble, pour finalement pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est donnés au travers de cet appel à projet, en tout cas sur les indicateurs de start-up. Est-ce que vous, chacun de votre côté, vous avez des attentes où vous mettez en œuvre des choses particulières justement pour pouvoir profiter des idées qui sont montées à un autre endroit, dans tel domaine, et pouvoir travailler plus en réseau à une échelle plus large? Peut-être que je vais répondre, c'est qu'en fait, on se connaît tous. C'est vrai que, par exemple, moi j'ai le plaisir d'aller voir les SAT au moins une fois par an, mais c'est plus que ça. En fait, on se connaît, on est une communauté qui s'est construite, et encore une fois, et je pense qu'il faut rendre grâce au travail qui a été fait par les SAT depuis 10 ans sur tous les territoires. Parce que s'il y a eu un point de cristallisation sur la professionnalisation, et encore une fois, quand je parle de professionnalisation, on ne parle pas de rien non plus. Connectus est né sur le DMTT, donc ces dispositifs qui existaient. Donc c'est vrai qu'il faut bien voir ça comme une transformation progressive et peut-être sortir de cette idée qu'on aurait encore une marche à franchir assez importante pour que
on multiplie par 10 le nombre de startups. Non, on est vraiment dans un travail incrémental de confiance, et je crois qu'on a mis en place un certain nombre d'occasions de se voir. Encore une fois, et c'est vraiment un message que je voudrais faire passer, on fait une partie d'une communauté transfert techno en France qui se connaissons bien, qui avons quelques années de pratique maintenant. Et par contre, c'est dans cette discussion-là, les PUI sont encore une fois l'occasion de créer des endroits où on se parle plus directement. Nous, on pousse, nous, chacun, à ce que nos équipes s'appellent plus facilement, qu'il y ait moins cette barrière de eux, c'est eux, et puis nous, c'est nous, et bon, nous, on est national, donc voilà, etc. Et cette proximité-là, et encore une fois, il faut vraiment nous croire, c'est que ce travail-là de confiance et de construction, je pense que la France a réussi à se doter d'une équipe OTT avec des professionnels. Alors ça fait, ça dépend comment on compte, mais on peut dire entre 300 et 1000 personnes en France. Je vous rappelle, pour 110 000 chercheurs, hein, donc pas non plus un ratio dément. Mais effectivement, on essaie de travailler à se donner des occasions. Les SAT se sont structurés avec un réseau SAT, mais t'en parlerais mieux que moi, mais qui permet, nous aussi, côté CNRS Innovation, voilà, de travailler ensemble sur des sujets, plutôt que d'aller faire le tour effectivement des 13 SAT. Là, on a un réseau SAT qui nous permet vraiment de travailler sur des sujets de fond qui sont les startup studios, etc. etc. Donc, il faut continuer à se parler. On n'est pas en concurrence, vraiment pas. On est en complémentarité. Et puis après, le travail, c'est un travail quotidien de régler dossier par dossier. Alors, peut-être un élément aussi qui est pour moi un enjeu, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que Mehdi vient de dire, c'est-à-dire que les gens qui font le travail de valorisation, de transfert et d'incubation, parce que pour moi c'est de l'incubation, tout ça, c'est d'incubation de projets, c'est des gens qui se connaissent et qui aujourd'hui, je trouve, ont un très bon niveau de performance quand on regarde, quand on se compare par rapport à l'Europe. Là où il y a un enjeu, c'est le portage de cet esprit, de cette philosophie au plus près de chacun. C'est-à-dire comment est-ce que, et c'est tout l'enjeu des PUI, comment est-ce que nous, les professionnels qui nous voyons, nous à Lyon, on se voit tous les 15 jours avec les équipes, comment est-ce qu'on est en bonne proximité avec les directeurs d'unité, avec les équipes dans les laboratoires, avec le nouveau chargé de recherche qui vient d'être recruté et qui se dit ah ben là je peux j'ai quelque chose, si j'ai une idée, je sais avec qui en parler. C'est un enjeu pour moi de porosité. Et il faut qu'on arrive à ce que ce groupe de professionnels, ils soient aussi très connectés avec le monde de la recherche et en même temps très connectés avec le monde de l'entreprise, avec le monde de l'investissement, avec le monde de... voilà, donc... Je voudrais aussi dire que c'est un métier de tension parce qu'on fait cette interface, ce SAS. Mehdi l'a rappelé, l'intérêt c'est qu'on ait des sociétés adossées à la sphère publique. On fait aussi ça entre du public et du privé. Et donc, il faut qu'on parle ces deux langues. Et il faut qu'en permanence, on passe les plats du haut en bas et entre nous. Donc, c'est ça l'enjeu du PUI. Hein. Et c'est pas rien. Oui, je vous rejoins totalement. C'est vrai que nous, l'enjeu des mois qui viennent en Alsace, c'est de renforcer la communication en interne. Toucher tous les chercheurs, tous les doctorants, tous les post-doctorants, même aller essaimer chez les étudiants de master. Donc on a un travail important à ce niveau-là. Et puis c'est aussi de faciliter les rencontres entre les équipes on va dire des 11 membres fondateurs et puis après des 30 partenaires. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, les appels à projets SIA ont facilité aussi les rencontres entre les acteurs de l'écosystème en Alsace. Et ensuite, pour répondre à ta question par rapport à quel besoin d'accompagnement, j'envie beaucoup, Mehdi, d'avoir accès aux 29 dossiers. Mais ça, c'est mon ancienne casquette dans le monde du conseil. Je pense que c'est toujours intéressant si tout le monde est d'accord. de pouvoir avoir cette information qualifiée sur la manière dont les personnes ont pensé la stratégie. Et ça, c'est toujours intéressant. Alors, c'est vrai qu'on a les occasions de se rencontrer, le réseau Curie, U10 pour les universités, France Université, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais
d'avoir aussi cette information qualifiée sur aujourd'hui la stratégie portée par chaque PUI et demain, lorsqu'il y aura les comités de suivi qui vont se mettre en place tous les ans, et bien d'avoir un retour de ce comité de suivi sur les bonnes pratiques repérées, les difficultés rencontrées, les échecs sur telle ou telle action. Je pense que ça va nous permettre de tous gagner en compétences et puis peut-être accélérer certaines pratiques sur les territoires. Moi, je voudrais aussi évoquer un enjeu pour moi des PUI, un enjeu pour notre pays, je pense. C'est qu'en France, il y a le monde de la recherche, et je parle là des formations initiales. Il y a des gens qui se destinent à aller faire de la recherche, et donc ils vont aller faire un doctorat. Et puis, il y a des gens qui se destinent à aller vers les entreprises, et ils ne vont pas faire de doctorat. Quand tu dis comment on fait pour faire plus de start-up deep tech, il faut qu'on arrive à changer ça. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un, ça commence, mais quelqu'un qui se destine vers j'ai envie de créer une entreprise demain et puis j'ai envie d'aller vers le monde de l'entreprise, il n'hésite pas à faire un doctorat. C'est-à-dire que le doctorat, c'est pas que une formation professionnalisante pour faire de la recherche, c'est aussi une expérience entrepreneuriale, pour avoir fait un doctorat, où vous êtes tout seul devant votre paillasse, où votre directeur de thèse, il n'est pas toujours là, voilà. Et vous êtes seul face à cet enjeu où vous devez produire quelque chose, vous devez aller pitcher dans des congrès, et donc c'est une super expérience. Et pour moi, on aura gagné quand on aura des jeunes qui se destinent à des professions qui ne sont pas des professions vers la recherche et qui vont se dire mais je vais quand même me faire cette expérience du doctorat et derrière de ce doctorat je vais le transformer en quelque chose d'autre. Et c'est un peu aussi le message de la ministre hier à la Deep Tech Voix Big, quand on aura cette porosité aussi dans les formations initiales, je pense que là on aura beaucoup plus de start-up Deep Tech aussi. Peut-être qu'il faudrait le mettre dans nos indicateurs, un taux de jeunes qui disent « j'ai choisi de faire un doctorat ». Parce qu'on les interroge maintenant chaque année. Là, on va lancer bientôt notre observatoire. Cette année, on le fait avec le Réseau national des collèges doctoraux, le baromètre de l'appétence à l'entrepreneuriat des jeunes chercheurs, des doctorants. Peut-être qu'on peut se dire, en avoir 10-15%, puis peut-être plus, qui disent « j'ai choisi de faire un doctorat parce que j'étais persuadée que ça me permettrait de me lancer dans l'entrepreneuriat sur de la deep tech ». Ça veut dire qu'on fait quelque chose avant ? Ah bah oui. Il nous reste un petit peu plus d'un quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions ? On va laisser la parole à la salle. Oui. Non. Voilà. Le micro arrive. Merci. Alors bonjour, merci à tous. Madame, tout à l'heure, vous parliez d'étudiants entrepreneurs qui bénéficient d'infrastructures, de matériel, d'instituts de recherche pour se découvrir des ambitions, un projet entrepreneurial. Lorsque c'est le cas et que ça débouche sur effectivement un projet, comment est-ce qu'on gère les questions de propriété intellectuelle vis-à-vis du matériel des chercheurs, etc. Alors il y a deux choses. Il y a dans la gestion de la propriété intellectuelle, il y a qui sont les inventeurs. Et donc dans les inventeurs, c'est ceux qui ont contribué à réaliser cette invention. Et après, qui va être propriétaire de cette invention ? Ça, c'est très cadré. Les propriétaires des inventions, ce sont en général les établissements publics. Et après, en fonction du contrat qu'aura eu le jeune dans le laboratoire, est-ce qu'il était stagiaire, est-ce qu'il était employé, est-ce qu'il était déjà auto-entrepreneur et qu'il a fait un contrat de collaboration, la gestion de la propriété intellectuelle sera gérée. En tout cas, il ne faut pas se poser la question après, il faut se poser la question avant. Donc c'est assez bien organisé, ces questions de propriété intellectuelle. Je ne sais pas si je réponds. Ouais. Voilà, après, il faut rentrer dans le détail du cas auquel vous pensez, etc. Mais voilà, je scinde bien la question des inventeurs et la question de la propriété. Ce sont deux choses distinctes. Merci.
Bonsoir. Je voulais vous poser une petite question. Nous sommes justement on prévoit d'ouvrir une start-up. On n'est pas chercheur. Dans notre solution, on voudrait intégrer de l'intelligence artificielle. Maintenant, on est obligé de le faire vite. Et je sais que j'ai commencé à prendre un contact auprès du CEA pour essayer de voir s'il y avait des équipes de chercheurs auxquelles on pourrait proposer en fait notre idée de start-up et voir si il y a des chercheurs que ça intéresserait de travailler sur l'intelligence artificielle, mais complètement cartographiée par rapport à notre objectif. Comme c'est une intelligence artificielle qui n'est pas prospective, comme ChatGPT, mais qui est plutôt anthropomorphique, donc qui demande beaucoup plus de développement. Justement, ce qu'on se posait comme question, c'est comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des partenariats qui peuvent se faire? Est-ce qu'il faut qu'on paye le partenariat, la recherche? Comment ça se passe pour une start-up qui voudrait effectivement entrer dans un pôle universitaire, apporter son projet? Et financièrement, comment ça se passe, surtout pour une jeune start-up qui se débrouille avec ce qu'elle a? Oui, alors effectivement, ça c'est ce qu'on appelle, en tout cas vu de notre point de vue, c'est de la recherche partenariale. C'est-à-dire, quelle que soit la taille de l'entreprise, start-up, PME, TPE, grand groupe, effectivement, les établissements universitaires, CEA, CNRS, savent travailler avec les entreprises. Il y a un contrat, effectivement, qui est établi. Ça a un coût, effectivement. Il y a un coût qui est effectivement la collaboration. Et puis, les start-up ont accès à des financements qu'elles peuvent aller chercher d'ailleurs chez BPI. Il y a le CIR aussi, qui permet de couvrir une partie des frais de collaboration. Puis après, il y a une gestion de la propriété intellectuelle. Et ça, je pense que je ne peux que vous encourager à aller voir alors le CEA, le CNRS, les établissements. Et je pense que le PUI, alors je ne sais pas où est basée votre start-up, à Paris. En tout cas, donc il y a des PUI aussi à Paris, tout va bien. C'est qu'en fait, ça permet aussi de partager effectivement et de vous amener finalement le meilleur laboratoire qui répond à votre cible. Et donc, normalement, si vous avez, et c'est ce qu'on va réussir à faire, c'est que si vous contactez quelqu'un qui est sur un site, normalement, il est en capacité de discuter avec ses petits camarades pour dire, en fait, dans la cartographie des laboratoires en IA sur ce site-là, où l'intérêt aussi d'avoir le CNRS dans ces PUI, c'est de pouvoir avoir une vision nationale. Et normalement, dans un monde idéal, mais qui n'est pas si loin que ça, c'est de vous donner le contact et de vous accompagner pour aller contacter le meilleur laboratoire qui est le plus ciblé dans vos besoins. Et après, et c'est là où on a aussi beaucoup progressé, c'est de vous accompagner dans les aspects contractuels. Parce qu'il y a effectivement, et parce que je le dis souvent, ce que produit la recherche publique, ça a de la valeur. Et donc, ça doit être valorisé. Et si c'est valorisé avec des entreprises privées, il faut qu'on mette un contrat avec des brevets, des licences. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, donnez-moi votre carte en partant. Et puis, on verra effectivement comment essayer de vous mettre en relation avec le bon laboratoire et vous aider à monter la collaboration. Je crois qu'il y a une réponse dans la salle. Bonjour, je suis la responsable de la valorisation de l'Institut qui s'occupe de la robotique et de l'intelligence artificielle au niveau national. Donc, je vous donnerai mes coordonnées et puis on vous trouvera le bon laboratoire. Voilà, vous avez bien fait. Voilà, c'est l'exemple, c'est que je donne la... Voilà. Et c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est un très bon exemple, parce que je dis souvent que c'est le foisonnement, c'est le rencontre qui fait qu'un... Voilà, c'est une très bonne illustration, donc je te redonne la balle. Moi, je voulais quand même ajouter quelque chose par rapport à l'action que vous avez posée, parce que vous avez dit que vous n'avez pas encore créé cette start-up. Et donc, pour moi, il y a anté-création, il y a toujours anté-création et post-création sur une entreprise. Et vous dites, une start-up, ça n'a pas d'argent, c'est vrai. Et d'une certaine façon, ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure. Ça va
conduire à une gestion de la propriété intellectuelle qui va être distincte. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas l'exploitation, bien sûr. Vous pourrez exploiter cette propriété intellectuelle qui sera générée. Mais en fonction, finalement, de votre rapport, et c'est normal, on est quand même, ça, comme l'a dit Mehdi, ça a de la valeur. Vous allez chercher une équipe qui travaille peut-être depuis 30 ans sur ce sujet et qui va vous apporter peut-être quelque chose qui va être très très transformant pour votre future entreprise. Donc à un moment donné, ces questions-là, elles se traitent aussi tout simplement comme dans la vraie vie économique. C'est vous n'avez pas d'argent, vous ne serez pas propriétaire sans doute et vous devrez payer au moment de l'exploitation. Mais s'il y a du potentiel, au global, l'État, avec ses différents outils, peut investir, mais l'État voudra aussi un retour sur son investissement puisqu'il vous aura avancé l'argent pour que vous puissiez créer cette start-up. Et c'est cet équilibre-là qui est à... Il faut quand même m'appeler un chat un chat. Tout à fait. C'est un apport en industrie. Exactement. Que ce soit l'État ou que ce soit un autre organisme, il y a des chercheurs, ils ont cherché, peut-être que ça va les aider aussi à continuer et à approfondir leur recherche. En contrepartie, si nous on peut exploiter ces recherches, parce que très souvent d'ailleurs la recherche en France n'est pas exploitée, c'est-à-dire il y a des découvertes et puis il y en a d'autres qui s'en serviront, mais ne peuvent pas économiquement. Nous justement le but, ce serait plutôt celui-là. Il y a des chercheurs qui cherchent, nous on a besoin d'une solution. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une rencontre avec un échange de bons procédés et un apport en industrie? C'est vraiment ça. Alors, je retiens deux choses dans ce que vous avez dit. D'abord, c'est très important ce que vous avez dit. Oui, c'est bien les deux parties. Et quand je disais qu'effectivement une entreprise, un projet va se détacher, c'est parce qu'il va rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs. Mais ça doit être équilibré. Et c'est vrai que et ça me permet aussi d'insister sur un point parce que depuis 20 ans que je suis dans ce domaine-là, parfois je l'entends en disant mais en fait, c'est la recherche publique. Bon, donnez-moi vos résultats. Moi, je vais y mettre l'argent, je vais mettre l'énergie, etc. Et à la limite, il n'y a pas de retour financier. Et on ne va même pas négocier des frais de licence et de frais payés parce que finalement, c'est déjà payé ou c'est des chercheurs. Je pense que c'est très important de dire qu'il faut cet équilibre-là dans la relation. Et d'ailleurs, 9 fois sur 10, quand c'est un peu compliqué dans les phases suivantes, c'est tout simplement parce qu'on négocie. Voilà. Et c'est vrai que il se trouve que le monde de la recherche publique s'est professionnalisé aussi dans sa capacité de négocier et qu'en face, les investisseurs, les CEO, les créateurs d'entreprises, ils ont des gens qui défendent l'intérêt national. Et oui, ça passe par le taux de redevance, c'est pas 0, mais c'est 2%, etc. Donc, merci pour votre intervention. Ça doit être une relation équilibrée et qui reconnaissent l'apport des deux. Et parfois, c'est vrai que lorsque l'apport est au départ faible, l'apport de la recherche publique doit être mieux valorisé. Et puis après, au fur et à mesure où on se détache, effectivement, le retour baisse et puis les brevets tombent, etc. Mais ce rapport équilibré, je pense, c'est important et c'est aussi une façon de respecter le travail qui est fait, effectivement, par tout le monde. Sur ce sujet, là d'ailleurs, c'était l'objet d'une précédente table ronde avec le sujet de la valorisation de la start-up, mais où il y a eu pas mal d'échanges sur justement cet échange et la négociation. Et ce que disait, je ne sais plus si c'était Anne-Sophie Carrez, la Delaya, qui disait ça ou quelqu'un d'autre, c'est qu'il y avait eu énormément de progrès, de compréhension réciproque de la part des acteurs sur ce sujet-là et que la France finalement était particulièrement mature en Europe sur ce sujet et que finalement ces négociations en France se faisaient plutôt dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bonjour. Alors, j'ai une formation plutôt technique et toute ma vie, j'ai dirigé des entreprises diverses. Aujourd'hui, je suis dans une entreprise depuis un mois qui fait du management de transition. Et je trouve assez dommage, voire très dommage, d'avoir des talents, vraiment des CIO, des DAF, des RH, mais très expérimentés, très pointus, qui ont du mal finalement à trouver place
Bon, c'est leur mode de vie, c'est leur choix professionnel aussi. Mais je trouve que ce sont des gens que vous pourriez être amenés à rapprocher, parce que pour créer de la valeur aussi, une fois j'ai assisté à un congrès où il y avait ceux qui étaient pour l'art et ceux qui étaient pour la science. Et dans mon esprit, l'art et la science, ça fait qu'un. Je trouve que voilà, pour donner de la valeur aux choses, on peut approcher ces gens d'une manière peut-être avec un modèle économique autre, pas forcément pécunier. On peut imaginer que si le succès arrive au rendez-vous, eh bien, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, ça se transforme dans un modèle autre. Je trouve dommage de ne pas les avoir fait travailler ensemble davantage. Ça fait qu'un mois que je fais ça, et à chaque fois que je pose la question, personne ne sait me répondre. Donc j'aimerais avoir votre avis, si vous travaillez avec ces managers de transition, ces gens, ces CIO qui sont avec des têtes, même un projet, quelque chose qui est finalement pas si abouti que ça, avec son expérience, son expertise de 10-15 ans. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir 15 ans pour avoir des bonnes idées, mais d'expérience. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ces gens. Tout à fait d'accord. Et pour l'instant, on ne l'a pas institutionnalisé, on ne l'a pas mis à travers un programme spécifique, mais tous les jours, effectivement, moi j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui viennent me voir, qui sont effectivement des gens qui managent la transition et qui ont une envie de faire de créer quelque chose et de participer à ça. Et moi, ce que je fais systématiquement, c'est que je leur envoie le lien vers la liste des 150 projets qu'on a financés en prématuration. C'est une plaquette que vous pouvez trouver, tapez CNRS, programme de prématuration, et là vous avez la description de l'ensemble des projets. Et je dis souvent, s'il y en a un qui vous intéresse, appelez-moi et puis on va voir dans quel stade. Donc ça, et je vous rejoins, on a beaucoup de sollicitations, quasiment tous les jours, des gens qui me disent mais effectivement, je suis sûr que tu as des projets qui ont besoin de moi, je caricature, hein, mais au bon sens du terme, et moi j'ai envie. Après, on rentre dans un processus qui est parfois plus compliqué parce qu'il faut que le projet soit libre, etc. Mais en tout cas, je vous rejoins et que c'est peut-être la prochaine étape dans les programmes qu'on crée et qu'on a déjà, et je pense qu'il y a déjà plein d'exemples. Mais ce rapprochement des mondes différents, oui, et c'est, je pense, nous, notre mission, mais en tout cas, on travaille sous différentes formes à cette idée-là. Alors moi je suis aussi tout à fait d'accord, hein, et je trouve que c'est vraiment intéressant et on l'a essayé. Après je vous cache pas qu'on parle de niveaux de maturité qui sont très différents. Donc nous on a intégré plusieurs personnes comme ça, hein, en particulier des gens qui rentraient d'expat, hein, plus que des managers de transition, mais des dirigeants qui étaient en expat et puis avec le Covid ils voulaient rentrer en France, donc des quinquas quoi. Voilà. Donc on leur a présenté des projets, puis certains ont embarqué sur nos projets. Dans quelques cas assez fréquents, ils me disent « Ah, je ne pensais pas que c'était aussi peu mature. Hein. » Nous, on travaille sur de la matière où, dans bon nombre de cas, la boîte, elle ne fera pas de chiffre d'affaires avant plusieurs années. C'est 3, 5, voire 10 ans hein, pour les biotech. Donc, ça veut dire que le métier qui est exercé, moi c'est plutôt ça ce que je voudrais dire, le métier qui est exercé par quelqu'un qui dirige une start-up, c'est pas le métier de chef d'entreprise. C'est le métier de dirigeant de start-up, c'est plutôt un métier de développeur. Et très souvent, et nous on a plusieurs expériences là-dessus, la personne, le CEO qui va emmener la start-up du démarrage à, on va dire, la série B ou C, elle va souvent être remplacée pour après faire l'entreprise industrielle. Ce n'est pas tout à fait les mêmes profils que de gérer un ERP, de recruter, de faire du business à l'international, que d'être dans une start-up deep tech où votre métier, c'est d'ouvrir les portes, de rentrer par les fenêtres quand on vous a mis dehors, que l'investisseur vous a dit « mais non, monsieur nul ton truc », et de revenir avec une nouvelle proposition, et de repitcher, et de faire tous les dispositifs qui permettent de financer, et de revenir, et de retourner chez BPI, et de repartir, et de revoir les investisseurs. C'est ça la vie souvent d'un patron de start-up deep tech. Donc voilà. Donc je suis d'accord avec vous dans la théorie. Dans la pratique, c'est pas si évident que ça. C'était juste un petit... Merci. On peut peut-être partager aussi une petite page de publicité sur lesdeeptech.fr, puisqu'il y a un dispositif qui s'appelle Tandem, sur lequel on met en visibilité des offres qui sont proposées par les SAT, les incubateurs de l'ensemble du territoire national, où finalement des chercheurs qui poussent un projet recherchent un cofondateur avec un profil plus
business, entrepreneurial. Et donc, on a fait pas mal de matchs depuis que ça existe, plus d'une centaine. Voilà, donc si vous avez des gens qui sont intéressés, je vous encourage à leur suggérer de se connecter sur la plateforme et d'aller voir s'il y a des projets qui peuvent les intéresser. Après, il y a tout un processus justement de rencontre, de fiançailles qui est organisé par les acteurs sur le terrain pour s'assurer qu'il n'y a pas misfit et que le couple ou le trio peut fonctionner. Voilà. Mais en tout cas, on partage le fait qu'il y a des talents à faire venir du monde de l'entreprise vers le monde de la start-up. Une autre question, une dernière, parce que je vois qu'on a 16... Bonjour, j'ai un start-up basé à Paris en informatique. Donc, d'un côté, on a une très bonne équipe de développeurs, mais on est bloqué un petit peu à faire le projet en client. Donc, qu'est-ce que vous conseillez pour la start-up pour avoir un apporteur d'affaires ou un mentor? Donc, comment ça fonctionne, ça? Si vous avez idée. Pour recruter non, des... ce n'est pas pour recruter. Il y a déjà une équipe à complet avec développeurs, mais pour projet, avec le client qui est développeur pour travailler. Okay, I can explain in English. Sorry for my bad French. So I have a startup based in Paris. We have a great team of developers who is working on very complex problem, but somehow we are blocked to have more projects from the client to keep the startup running and keep growing. So what's your opinion about having a mentor or like having a porter d'affaires who can guide to go in the right direction? Alors là, on se situe après, en fait. C'est pas les pôles universitaires d'innovation qui pourront vous aider là-dessus. Là, on est plutôt sur une logique d'accélération et d'essayer de trouver des clients, en fait. Donc là, moi, je vous encourage à aller voir votre chargé d'affaires BPI France sur ce point-là. Et il y a des outils et des dispositifs pour aider aussi à justement élargir, rentrer en relation avec de potentiels apporteurs d'affaires, si on le dit comme ça, ou ouvrir de nouveaux marchés. Donc, allez voir votre chargé d'affaires BPI France. Merci. Eh bien, je propose qu'on s'arrête là. Merci. Merci à tous les trois. Merci à vous.